Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Alpes, à la une de l'actualité de ce mardi 2 août. L'annulation des médiévales de Conflans à Albertville, prévue le 14 août prochain, suscite des réactions partagées. Commerçants et artisans comprennent la décision, mais déplorent le manque à gagner. Pour certains, la recette de cette journée pouvait atteindre le quart de leur chiffre d'affaires annuel. La croix de fer sans voiture, c'est ce qu'offrait au cyclosportif l'opération Oisan-Col-Série. Chaque mardi, un grand col des Alpes est interdit à la circulation. Une opération plébiscitée par les fans de bicyclettes et de grands panoramas. Le corbeau, le renard, le lièvre, ce sont les sculptures réalisées par l'artiste savoyarde Greta Amat qui jalonnent les jardins du château de Brantôme, en Haute-Savoie. Une invitation à revisiter en famille les fables de La Fontaine. Le journal national présenté ce soir par Virna Saki revient également sur ces manifestations annulées pour des raisons de sécurité. Exemple en Bretagne, dans les Pyrénées et en Normandie. À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'adieu au Père Hamel, les obsèques du prêtre tué il y a une semaine ont été célébrées cet après-midi à Rouen en présence d'une foule immense. Plusieurs milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Les médiévales de Conflans sont sans doute victimes de leur succès. Chaque édition voit en effet le nombre de visiteurs augmenter, entre 8 et 10 000 l'année dernière. Pour la mairie d'Albertville, cette fréquentation pose des problèmes de sécurité insurmontables. L'édition 2016 a donc été annulée. Une décision acceptée par les commerçants et artisans, malgré le préjudice. Aurore Trespeux, Yves Mariglo. Ce matin, dans les rues de Conflans, artisans et commerçants sont moins enjoués que d'habitude. L'annonce est tombée vendredi. Le festival Les Médiévales n'aura pas lieu cette année pour des raisons de sécurité. C'est vrai que sur le coup, j'ai compris. Et après coup, un sentiment quand même de déception et de profond abattement, sincèrement, parce que ça fait 1 an que je travaille pour les médiévales. Nous, on comprend très bien la décision de la mairie, même si on a le sentiment qu'on cède aux menaces terroristes. Voilà, c'est un coup très dur pour nous. Un coup dur car cette journée de festival représente un quart du chiffre d'affaires annuel des commerçants de Conflans. Depuis sa création en 2010, les médiévales rencontrent un grand succès et attirent de plus en plus de touristes. L'an passé, 12 000 personnes assistaient aux festivités, mais cette popularité nécessite une sécurité renforcée, d'autant plus que le site est accessible par plusieurs entrées. Quand nous sommes sur le festival de jazz qui vient d'avoir lieu ou le VTT Trial qui aura lieu au mois d'août, nous sommes sur des sites en face de la mairie qui sont sécurisés, qui sont fermés, que l'on peut contrôler avant et pendant la manifestation, dont on peut contrôler chaque accès, faire ouvrir les sacs. Des personnes, ici, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible. L'année prochaine, les médiévales devraient avoir lieu à nouveau. Mais la formule sera sans doute revisitée avec une programmation sur plusieurs jours pour mieux gérer l'affluence. La sécurité est préoccupation numéro 1 actuellement des autorités. Notre sujet Grande Région nous emmène à Lyon, au quartier général Frères, où le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré les militaires mobilisés dans la lutte contre le terrorisme. Daniel Pajonc, Patrick Perel. Une visite éclair pour faire le point. Jean-Yves Le Drian veut se rendre compte par lui-même du déploiement du plan Sentinelle en région. Jusqu'à présent, l'Île-de-France mobilisait les 2 tiers des militaires Vigipirates. Désormais, ces 2 tiers sont en province. Il y a en ce moment même 4000 militaires de Sentinelle sur Paris, la région parisienne, et 6000 en province, dont près de 900 sur la région où nous sommes. À la fois Rhône-Alpes et Auvergne. Depuis les événements tragiques de Nice, la durée des missions est passée de 8 à 10 semaines. Bon nombre de soldats enchaînent à présent leur 6e ou leur 7e mission. Malgré les recrutements en cours sur l'ensemble du territoire national, la fatigue commence à gagner au sein du personnel. Il y a de la fatigue, évidemment, au bout de 2 mois, vous l'imaginez bien, parce que c'est 24 heures sur 24, avec un dispositif de présence où j'ai à peu près en permanence un tiers de mes effectifs engagés. En ville, le plan Sentinelle est passé d'un dispositif fixe à une tactique mobile, c'est-à-dire des patrouilles embarquées dans des véhicules sur zone, de quoi rassurer, protéger et dans une certaine mesure dissuader. Dire qu'on dissuade des gens, j'en suis pas persuadé, ou on n'a pas le sentiment. Par contre, l'aspect de rassurer la population, ça on l'a. C'est arrivé souvent que des gens viennent nous voir, notamment sur les grandes manifestations où on était présents. Les gens viennent, ils passent à côté de nous et nous disent juste merci.
C'est pas grand-chose, mais ce petit merci, ça veut dire qu'ils savent qu'on fait un travail qui n'est pas facile. Cet été, les militaires de l'opération Sentinelle assurent la protection des grands événements touristiques et des festivals. Ils soutiennent aussi la police aux frontières et les douaniers dans leur mission de surveillance. Pour la moitié d'entre eux, les congés ont été repoussés. Un septuagénaire en cure thermale à Alvar, en Isère, a disparu depuis samedi. Michel Guinard est âgé de 71 ans. Les recherches effectuées par la famille et les gendarmes du PGHM sont restées vaines. La gendarmerie de l'Isère lance donc un appel à témoins avec ce numéro de la brigade d'Alvar, le 04 76 97 50 14. Toutes les précisions sur notre site internet alpes.france3.fr. Les soldes d'été, c'est fini depuis quelques minutes. Peut-être avez-vous profité de ce dernier jour pour réaliser quelques bonnes affaires. Bernard Portugal et Didier Albrand se sont rendus ce matin dans les rues de Grenoble pour dresser un premier bilan de ce cru 2016. Il n'est pas aussi morose que certains commerçants le redoutaient. C'est la dernière ligne droite, l'heure des coups de balai et des prix cassés. Ultime jour de solde, demain il sera trop tard. Moins 50, moins 60 et même moins 70%, de quoi faire encore de très bonnes affaires. Les bonnes affaires, là 50%, voilà. On prend l'occasion pour avoir des belles choses, pas trop cher. Comme on l'a déjà fait les semaines d'avant, du coup on trouve quasiment plus rien, mais on cherche quand même. Je ne savais même pas que c'est le dernier jour des soldes. Je rentre de vacances, je passe devant, voilà. Mais bon, j'ai fait une bonne affaire. Commencé tôt cette année, les soldes d'été auront duré 6 semaines. Il est encore prématuré d'en dresser le bilan et il est de toute façon contrasté selon les secteurs. Mais les premières tendances semblent plus positives que prévu. Le bilan est très positif, donc ça a très bien marché pour nous. Donc voilà, on reste toujours dans le plus. C'est plutôt une bonne surprise ? Oui, plutôt une bonne surprise par rapport à ce qu'on attendait. Voilà. Moi j'ai fait le même chiffre que l'année dernière en fait, donc je ne suis pas mécontent puisque vu le début de l'année qui avait été assez maussade, donc on craignait que ces soldes soient aussi pas très bonnes. Ce qui nous a un petit peu gêné, ces événements tragiques de Nice, donc c'est vrai que le lendemain du 14 juillet qui était un samedi a été un peu plus triste, tout le monde n'avait pas tellement envie de faire des achats et ça, cette semaine-là a été moins bonne que les autres semaines. Les soldes 2016, c'est fini. Place désormais à l'arrivée des nouvelles collections. Avis aux amateurs, les soldes d'hiver auront lieu du 11 janvier au 21 février prochain. Le tribunal de commerce de Thonon a tranché. Le club de football d'Évian-Thonon-Gaillard est placé en redressement judiciaire pour une période de 6 mois. C'est donc un sursis pour le TG version association, celle qui gère les équipes de jeunes. La partie professionnelle a, elle, déjà disparu. Lors de l'audience aujourd'hui, seule une dizaine de salariés et des parents d'enfants étaient présents. Fabrice Fiegard, Ariane Comte-Savary. Loin des travées bondées des heures de gloire de l'ETG, des loges VIP ou paradées des dirigeants de clubs, aujourd'hui absents, c'est une tribune des laissés-pour-compte d'un rêve en rose qui avait pris place ce matin au tribunal de commerce de Thonon. Pas les vedettes, les étoiles du foot business, déjà toutes parties, mais les 14 salariés de l'association ETG venus pour certains, comme au supplice, entendre prononcer une liquidation finalement transformée en redressement judiciaire. Tant mieux pour ceux qui ont trouvé aujourd'hui un club. Bon, ça, c'est ce qui représentait l'élite de notre formation. Maintenant, il y a aussi tous les autres qu'il ne faut pas oublier. Car si le TG a fait définitivement son deuil de son équipe professionnelle, reste la quarantaine d'équipes de feu, son centre de formation. Tous ces petits footeux des bords du Léman qui, licence au point, devaient reprendre le chemin des terrains dans un mois en classe à horaires aménagés. On est vraiment déçus, oui, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une direction du club avec un président qui a lâché le bateau et qui se barre, quoi, et qui laisse les gens ici en plan. Mais c'est surtout au niveau des enfants qu'on est déçus, parce que tous ces enfants-là qui aiment le foot, ils se retrouvent en plan et vont... C'est que derrière la grande bâtisse des faubourgs de Thonon, l'association compte quelques 550 licenciés répartis dans 40 équipes, dont certaines, comme les moins de 19 ans, inscrites dans des championnats nationaux, donc onéreux. Il appartient désormais à l'administrateur de décider d'honorer ou non les engagements pris. J'espère qu'on a le soutien de nos collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a maintenant des sponsors et des gens qui veulent rejoindre et aider nos jeunes à continuer ? Je l'espère. Alors sursis ou mort déjà programmé, avec la procédure de redressement engagée aujourd'hui, les parents de Loris et Pierrick ne sont guère plus avancés. Dans le grand centre d'entraînement désormais désert, ils refusent pourtant d'imaginer le pire. C'est un peu compliqué pour ce serait un vrai gâchis. Hein. La dernière fois que les enfants sont venus là, c'était pour faire
la Danone Cup, Ouais. la Coupe du Monde, ce qu'on appelle la Coupe du Monde des moins de 12 ans. On a du mal à croire que ça peut s'arrêter, mais effectivement, oui, ça peut s'arrêter. Première réponse à la grande peur des papas fin août avec le retour ou non de leurs petits roses sur les tapis verts. Il n'y a pas que les coureurs du Tour de France qui peuvent grimper les grands cols des Alpes sans être gênés par les automobilistes. Avec l'opération Oisan-Col-Série, les cyclotouristes, cyclosportifs, peuvent goûter à ce véritable privilège chaque mardi sur un col différent. Alors aujourd'hui, ce sont les 2 cols voisins de Beldon, le col de la Croix de Fer et du Glandon, qui étaient interdits aux voitures. 640 cyclistes ont profité de l'occasion. Jean-Christophe Solari, Grégory Lespinasse. Ce matin, au Rivier d'Almont, il y avait 2 roues et 2 roues, ceux qui avaient le droit de passer et les autres. La montée jusqu'au col de la Croix de Fer, réservée exclusivement aux cyclotouristes, un rendez-vous gratuit auquel des amateurs de toute l'Europe ont répondu. On a à la fois des Belges, des Néerlandais, là on vient de voir passer des Espagnols, on a vu des Portugais, j'en oublie forcément des Anglais aussi. Et vous les comptez? On les compte, absolument. Là, bonjour, on a fermé depuis un quart d'heure et on en est à 73 cyclistes. Forcément, un col mythique, emprunté par le Tour de France, réservé aux vélos, c'est une aubaine. Bonne idée. Great idea. Alors, en l'absence de gaz d'échappement, certains lâchent les chevaux, quand la plupart apprécient le rythme lent de l'effort physique dans le silence rendu à la nature. Vous y arrivez bien? Difficile, c'est la première fois, mais c'est dur. On va y arriver. Vous voyez le barrage qui est là? On est bon? Pas de voiture, les marmottes et le chant du ruisseau. C'est super. Dernier lacet avant les berges du barrage de Grand Maison et son bleu éclatant. À 1700 mètres d'altitude, l'air se fait déjà plus rare. L'effort n'en est que plus intense pour des cyclotouristes peu habitués à la montagne. Et là, on en prend plein les poumons. En Corse, on est à 1000 mètres maximum dans les cols. Il y a des belles routes de montagne, mais pas aussi hautes. Viennent enfin les alpages, le son des clarines, toujours aucun bruit de moteur. La haute montagne comme un cadeau, mais un cadeau qui se mérite, avec en point de mire après le ravito, l'arrivée au sommet. Mais que serait une sortie cyclo sans la photo incontournable? Celle-ci est collector, la Croix de Fer, 2067 mètres d'altitude, avec les aiguilles d'Arve en toile de fond. Le plaisir est complet. Nouvelle occasion de rouler ainsi en Oisan mardi prochain, avec la montée de l'Alpe d'Huez. Les amateurs aux sportifs de haut niveau, dans 3 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, avec dans la délégation française de nombreux sportifs régionaux. Frédéric Lefrançois nous présente nos 3 meilleures chances de médaille. Mélina Robert-Michon participera à Rio à ses 3e JO. C'est donc une habituée de la joute olympique, débarrassée de la pression des novices, qui lancera le disque. 16 fois championne de France, médaillée d'argent aux mondiaux de Moscou en 2013 et d'Europe en 2014. Il ne manque qu'une médaille olympique au palmarès de l'Iséroise. Elle le complétera peut-être le 16 août prochain. Pour Christophe Lemaître, la seule expérience olympique remonte à Londres et ce n'est pas qu'un bon souvenir, car sur 200 mètres, le Français n'a jamais été dans le coup. À Rio, le sprinter aixois espère retrouver un maximum de sensations et d'énergie pour accrocher le podium du 200 mètres le vendredi 19. S'il échoue, il pourra aussi compter sur le relais 4x100 le 20 août pour performer en groupe. Attention, c'est du lourd. À 20 ans, Paul Omba Biongolo va découvrir les JO pour la première fois et il n'y va pas que pour participer. Qu'on se le dise, il y va pour gagner. Originaire de Vienne, Paul Omba Biongolo s'entraîne à Lyon et sa réputation est aussi large que sa carrure d'épaule. À suivre à partir du 6 août. Deuxième épisode de notre série aux frontières du Léman. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette nous emmènent faire une belle promenade le long de la côte française sur le sentier des douaniers, là où la frontière oscille entre domaine public et propriété privée. Il est 7 h, le soleil vient de pointer le bout de son rayon.
côté suisse, à l'est. Nous sommes à 2 pas de l'unique plage de sable du Léman, l'un des rares endroits publics aussi. Alors nous allons vous emmener le long de ce chemin côtier, direction le Pré Curieux. Vous allez voir, un lieu secret et paisible, surtout au petit matin. C'est l'heure des grenouilles et des milans noirs. C'est l'heure des odeurs, les effluves du lac, le foin coupé, les tilleuls. C'est l'heure aussi des lève-tôt cachés au fond du pré, ces maîtres jardiniers qui désherbent, qui tondent, qui sculptent le paysage. C'est magique de travailler dans un endroit comme ça, non Amélie? Bah oui, c'est féerique même. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On dit qu'il est curieux. Pourquoi il est curieux pour toi? Bah, il est curieux parce qu'en fait, il y a à la fois une partie ornementale et puis une partie sauvage avec tout un écosystème, des petites bêtes, plein de fleurs sauvages aussi. Une sorte d'île, 3 hectares de cachettes à partager. Mais attention, il faut les mériter. Ici, on accueille les visiteurs seulement quelques heures par jour pour ne pas perturber la nature. En fait, on n'a pas réfléchi de manière économique, on a réfléchi de manière, on va dire, botanique. Voilà, de manière à ce que ce jardin reste remarquable. Et si on fait autrement que ce mode d'accès par bateau, le jardin ne résisterait pas. Quelques 10 000 privilégiés par an s'aventurent dans ce pré curieux, propriété entre autres du Conservatoire du Littoral, acheté en 1994 pour préserver les bords du lac. Je vais vous emmener dans mon endroit préféré du jardin. Allez-y, passez devant, baissez la tête. Waouh. Alors moi je trouve cet endroit magique, ça peut paraître bizarre d'aimer cet endroit qui est confiné et un petit peu sombre dans un jardin qui est si beau et ouvert au lac et à la lumière, mais on est sous un arbre qui est remarquable, c'est un hêtre pleureur, donc qui vient d'être classé justement arbre remarquable d'importance nationale. Donc c'est aussi une reconnaissance pour ce qu'il est. Sur le chemin côtier, les promeneurs tentent de passer, de traverser les propriétés, de franchir les barrières, les haies, d'affronter de vilaines oies parfois gardiennes du domaine. Drôle de frontière sur ces rives du Léman entre domaine public et propriété privée. Le chemin des douaniers, normalement, nous permet de nous promener tout le long de la rive du lac Léman. Alors, même à travers les propriétés, où les propriétaires, normalement, ne doivent pas mettre de murs ou de portes qui empêchent cet accès. Alors, c'est vrai en théorie, c'est vrai en réalité sur certaines portions et moins sur d'autres. La loi littorale impose un droit de passage, 3,25 m à partir du lac, que chacun gère à sa façon. Pas facile de faire appliquer la loi. Fabienne en sait quelque chose. Elle est du lac, comme on dit ici. Habituée aux tempêtes, aux vagues, aux échanges, mais aussi aux compromis avec tous les voisins, ceux de palier et ceux de l'autre rive. Qu'est-ce qu'on voit en face de nous alors? Donc on a la petite ville de Nyon. Et en fait, Nyon-Nernier sont les 2 points les plus rapprochés des 2 côtes, françaises et suisses. On a 4 km. Donc on est tout proche de nos amis vaudois. Donc là, on est sur la partie ouest du village, donc le chemin douanier dont je vous parlais. Et juste après le quai des dériveurs, vous pouvez y aller et profiter de la balade le long du lac. Merci. Voilà, bonne promenade. À bientôt. Au revoir. Demain, nous serons en face en compagnie du capitaine Bonzon qui nous fera découvrir sa petite mer d'eau douce et ses frontières liquides. On va rester sur les bords du Léman avec le prochain reportage. Le château de Brantôme accueille dans ses jardins une exposition de sculptures de l'artiste savoyarde Greta Amat qui a pour thème les fables de La Fontaine, une belle manière de revisiter ses classiques. Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Moi j'ai envie de partager déjà des choses qui font du bien aux yeux, du bien au cœur, du bien à l'âme. J'ai vu des personnes âgées qui étaient accompagnées de leurs petits-enfants, des grands-parents raconter les fables à leurs petits-enfants. Il y avait cet échange intergénérationnel que je trouvais très intéressant.
L'espace de quelques semaines, Greta a investi les jardins du château. Au rythme de nos pas s'égrènent les fables les plus connues de La Fontaine. Je me suis souvenue de celles qui m'avaient marquée et j'ai eu envie d'en faire découvrir d'autres au public. Ce qui m'a manqué un petit peu peut-être c'est le temps, mais étant donné que La Fontaine a écrit plus de 273 fables, c'était difficile de toutes les représenter. La cigale et la fourmi par exemple, j'ai mis la cigale qui est en train de faire la trottinette sur une grosse note de musique face à la fourmi qui la reprend un petit peu à l'ordre en lui disant tiens-toi comme il faut, sois plus sérieuse. Le lieu s'y prête. Le château était une ruine, il est devenu un joyau, avec des ambitions artistiques clairement affichées, magique, magnifique, autant d'adjectifs que les visiteurs égrènent au fil de leur balade. C'est une véritable aventure qui nous passionne, c'est un métier qui est nouveau pour nous, et très passionnant parce premièrement, on est en contact avec énormément de monde et la majorité des gens, même toutes les personnes qui visitent, sont entièrement satisfaites du lieu. C'est une machine à remonter le temps, si je peux employer cette expression. Et ça plaît vraiment à tout le monde. Lieu patrimonial, décor insolite, ce château accueillera du 19 au 21 août un festival de musique. Le Chablais devient véritablement un rendez-vous incontournable des amateurs d'art en tout genre. Dernière nouvelle de ce journal et bonne nouvelle pour les dirigeants de l'Union gymnique d'Aix-les-Bains. Le ministère des Sports vient en effet d'annoncer que le pôle France et espoir d'aérobic restera dans la cité thermale la saison prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain à midi. Merci de votre fidélité.